sais, ça fait 24 ans que je fais cette émission. Il m'est difficile de penser que je ferai 2 années de plus. Le sentiment que j'ai, c'est que avant d'être un animateur radio, un animateur télé, tu es d'abord un militant, que c'est ton identité première et que tout ça, les réseaux sociaux, la radio, la télé, ce ne sont que des supports pour exprimer tes idées et livrer tes combats. Je pense que tu es le premier à relever ça et à l'avoir compris. Tu as tout dit. Lorsque je me suis lancé dans les métiers artistiques, c'est parce que j'étais persuadé que les métiers artistiques, donc la danse, le chant, tout ça, c'était dans ces métiers-là, j'allais pouvoir échapper au racisme et à toute forme de discrimination. Je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Lorsque j'ai décidé d'être dans le monde des médias, c'était pour justement avoir des supports pour dire les choses et pour apporter ma petite pierre à l'édifice de l'évolution des mentalités de cette humanité. Et en ce qui nous concerne, nous, comment est-ce qu'on... Tu sais, c'est des petites graines que tu plantes dans l'esprit des gens, qu'on se dit « Ah ouais, réfléchissons autrement. Ouais. » T'as tout compris. Je fais ce métier-là pour ça. C'est pour ça que je ne peux pas me taire. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas aussi quelle est ma posture. Et je me dis, mais que cherche-t-il en réalité? Dans un monde où tout le monde cherche une réussite personnelle, lui, il est fou parce qu'il se saborde en faisant ça. Parce qu'il ose dire ça. Maintenant, il y a un autre truc qui s'est retourné contre moi, c'est-à-dire que, contre moi, entre guillemets, tu as des gens qui disent « Ouais, mais si lui, il parle comme ça, là, sur une radio comme RFI, c'est parce que c'est la France qui l'envoie, on l'instrumentalise pour déstabiliser le tel ou tel pays. » Non, mais c'est juste hallucinant, parce que les gens, dans leur tête, ne peuvent pas imaginer qu'en France, toi, tu sais maintenant, toi, tu connais ça. C'est-à-dire qu'on est sur des médias, et la liberté d'expression, ça veut dire quelque chose. Il y a des gens qui dirigent des médias. Tu peux avoir un propos. Moi, mon propos ne plaît pas toujours à la direction des RFI, je te le dis. C'est même parfois très, très, très chaud. Et c'est pour ça qu'on a manqué de me virer 10 fois. Mais c'est permis. Et on ne comprend pas, parfois en Afrique, que sur une radio d'État, on permette à quelqu'un de parler comme ça. Parce que sur une radio d'État en Afrique, tu parles comme ça, t'es mort. Et puis surtout, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'avec le talent et la carrière que tu as, si tu ne menais pas les combats que tu mènes, tu serais aujourd'hui sur les plus grosses chaînes françaises. Mais oui, bien sûr. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai terminé mon propos, mais c'était ça. On me dit, c'est dommage que tu sois militant parce qu'on voulait avec toi faire des choses extraordinaires. Mais tu serais en prime sur TF1, sur France 2. Mais depuis longtemps. Oui. Mais et tu sais, lorsque tu dis ça au tien, enfin moi je le dis pas, mais lorsque d'autres le comprennent et l'expliquent comme tu viens de le faire, là les gens vont dire ah ouais. Eh ouais, il y a tellement de gens qui pensent à leur carrière avant de penser à leur communauté, avant de penser aux autres. Toi, tu penses d'abord au tien. Mais parce que j'ai pas le choix. C'est à cause de ma mère. Si tu veux te plaindre, attends de rencontrer un jour ma mère et tu pourras lui dire « Mais pourquoi ne lui avez-vous pas dit d'être égoïste, de ne penser qu'à lui ?» Mais ouais, et d'un autre côté, j'ai mes moments égoïstes, mes soupapes de sécurité. Je parle pas de ma famille, je parle pas de mes enfants évidemment, parce que ça c'est partagé avec d'autres membres de ma famille. J'ai mes moments à moi, c'est mes passions à moi. T'as voté les voitures? Eh ben ouais. C'est mon côté futile. Enfin oui, c'est une futilité, tu vois, c'est un truc. Mais ça me permet de dire que je suis un mec comme tout le monde. On peut être militant, organiser des marches, s'exprimer tous les jours à la radio, sur les Paris. Et habiter dans les beaux quartiers de Paris et avoir de belles voitures. Bah oui. L'un n'empêche pas gagner sa vie, avoir de jolies montres, avoir un truc, donner le meilleur à ses enfants. Bah oui. L'âge de la majorité, ce qui veut dire que désormais, nous pouvons dire à nos parents « Je fais ce que je veux ». Ce que Couleur Tropicale a toujours fait. Toi-même, tu sais. En 1995, RFI t'a donné une possibilité qui a changé ta vie. La possibilité de parler à des millions d'Africains, de parler aux tiens et de pouvoir t'exprimer tous les jours sur leurs problématiques. Au moment où tous mes potes rêvaient tous d'être sur RTL, Europe 1, France Inter, moi j'étais déjà passé par France Inter, moi je rêvais d'être en prise directe avec l'Afrique. C'était ça mon rêve. Sauf que je n'imaginais pas me retrouver sur RFI. C'est-à-dire que moi je suis allé frapper à la porte d'Africa numéro 1 à Paris. Parce que pour moi Africa numéro 1 c'était la radio africaine, tu vois. Pour moi RFI n'existait même pas dans ma tête. Tu vois, c'était... Tu calculais pas? Non, moi je calculais pas. Tu voulais aller sur Africa numéro 1. Mais oui, pour moi c'était Africa numéro 1. Et à ce moment-là, moi je fais de la télévision. Je suis tous les dimanches matins sur la 3 vers 9h30, 10h. Et sur la 6 vers 11h30. Donc je cumulais 2 chaînes à ce moment-là. Et
Et je vais voir, Nicolas Barret dirigeait Africa numéro 1 à Paris, paix à son âme, et donc je lui dis, j'aimerais bien. Il me dit, ce serait génial, quelqu'un comme vous, vous êtes connu, ce serait génial de vous avoir sur Africa numéro 1. Et au bout de 15 jours, il me rappelle, il me dit, écoutez, j'ai un problème, certaines personnes ont peur de votre venue, ont peur que vous leur fassiez de l'ombre sur Africa numéro 1. Donc je lui dis, c'est pas grave, on verra. 15 jours après, c'est RFI qui m'appelle et qui me propose de remplacer Gilles Aubringer, décédé en février 95, et qui était une énorme star en Afrique, hein, Gilles. Et donc moi j'accepte. Alors au départ on me dit on va te faire des essais. Je dis non, moi je fais pas d'essais, moi la radio c'est mon métier, je fais pas non, pas du tout. Sûr de toi? Oui, ouais. Oui, en plus c'est pas raison. Donc oui. Et puis on me dit ça sera Canal Tropical. Je dis non, je veux changer de nom. Donc je propose plein de noms. Oui, parce que l'émission s'appelait Canal Tropical. Et moi je refuse tous les noms, tu vois. Eux refusent tous les noms que je propose. Eux me proposent des noms que je ne veux pas. Et puis un jour je me dis le plus important c'est d'être sur l'antenne. Et je trouve Couleur Tropicale. Et je le propose au président de l'époque, André Larquier, et qui me dit « C'est génial, c'est super, Couleur Tropicale au pluriel, ah oui, c'est super !» Moi, je détestais le nom. Mais je me dis « Allez, on y va !» Que tu avais trouvé, mais c'était pas... Parce qu'il fallait quand même que je fasse des concessions. Voilà. Oui. Ouais. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et moi, je ne remercierai jamais assez RFI. Aujourd'hui, certains... panafricanistes, et je mets panafricaniste entre guillemets, me disent « Oui, tu es sur une radio française, si jamais tu veux que ton propos soit crédible, tu dois quitter RFI. Allez vous faire voir, les mecs, ok? Fermez-la, tu vois, c'est tout ce que j'ai envie de leur dire. Moi, aujourd'hui, grâce à ce que j'ai dit sur RFI depuis 1995, lorsque j'ai des membres de mouvements citoyens qui me disent « Claudie, nous, c'est en t'écoutant qu'on a pris courage et qu'on s'est dit « Il faut qu'on change les choses. » Parce que personne ne parlait comme je parlais. Beaucoup de gens qui ont peut-être 20 ans aujourd'hui ne savent pas ça, ne se rendent. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Moi, je recevais des courriers lettres, je recevais des lettres à ce moment-là. Il n'y avait pas Internet, tu vois. Et beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils me rendent hommage, lorsqu'ils me disent de venir, lorsque me disent mais c'est en t'écoutant qu'on sait. Quand tu parlais de génération consciente, quand tu parlais de CFA déjà à la fin des années 90. Lorsque je parlais de l'histoire de la colonisation, je disais que c'était un crime contre l'humanité, je parlais d'esclavage, là où personne n'avait osé aller. Personne sur RFI n'avait osé aller sur ce terrain-là. Mais au départ, ils ne m'ont pas vu venir. Ils ne m'ont pas vu venir. Et lorsqu'ils ont voulu m'arrêter, certains en tout cas, pas tout le monde à RFI, lorsqu'on a voulu m'arrêter, je pense qu'il était trop tard. Il était trop tard, oui. Il était trop tard. 2005, ça a été très violent, 2005 contre moi, au sein de RFI. Et puis là, pour le coup, c'est le ministre de la Culture était Renaud Dieu de Vabre et son directeur de cabinet était un très bon copain et qui a contacté un président qui est décédé aujourd'hui, Antoine Schwartz de RFI, pour lui dire mais pourquoi Claudie Siard qu'a-t-il fait, demander des explications, tu vois, de façon très sans pour cela remettre en question une décision prise par la direction de RFI. Et le gars qui venait d'arriver, Antoine Schwartz, dit « Mais moi, on m'a dit que c'était un raciste, un affreux ceci, un affreux Jojo, il parle mal, il dit du mal de tout le monde, il a la haine des Blancs. » Il dit « Moi, je suis blanc, le ministre est blanc, il a fait pour nous des dîners sur la diversité, il est tout sauf un raciste. » ouais. Et donc, Antoine Schwartz me reçoit, parle avec moi, et à la fin de notre conversation, il me dit « Vous n'êtes pas du tout le personnage que l'on m'a dépeint. » Alors que je lui ai affirmé mes convictions. Il m'a dit, écoutez, on va voir. Je lui ai dit, écoute, en tout cas, Président, sachez que moi, je reste au service de ma maison. Si vous avez besoin de moi, vous n'avez plus besoin de moi, eh bien, nous nous séparerons. Il me dit, très bien, merci de me l'avoir dit. Et je n'ai pas quitté RFI. On a tenté de me dire, bon, on va changer le nom de ton émission. J'ai dit non. Non. Voilà, parce qu'il fallait que certains qui ont... Déjà, je voulais pas le nom. Qui ont ourdi ce truc contre moi, il fallait qu'ils ne perdent pas trop la face. Ils ont perdu la face jusqu'au bout. D'ailleurs, ils ne sont plus dans cette maison. Voilà. Donc c'est un combat de tous les instants. Les gens pensent que pour moi, c'est facile à RFI de dire ce que je dis et de ne pas avoir certains de mes collègues qui me regardent de travers. C'est pas simple pour moi. Ce n'est vraiment pas simple. Et dans le même temps, je dis que cette radio-là, qui a du succès par un auditoire africain, on doit pouvoir dire sur cette antenne les choses qui nous préoccupent. C'est là où bon nombre d'auditeurs panafricains, que certains de mes amis appellent panafricons, n'ont pas compris.
C'est-à-dire que ce média-là, au regard du territoire sur lequel il est leader, donc en Afrique francophone, doit nous permettre de dire ce qu'on a à dire. C'est ce que le militant que tu as fait. Mais oui, Ouais. je vais même aller beaucoup plus loin. Ce qui se dit sur RFI, pas de ma part uniquement, de la part des autres journalistes, dans d'autres programmes, je pense à Juan Gomez, je pense à Alain Foka, ce qui se dit sur RFI, et d'autres, 7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide, voilà, Priorité Santé avec Caroline Paré, certaines choses qui se disent sur cette antenne ne peuvent même pas se dire encore aujourd'hui sur des radios africaines ou sur des télévisions africaines. La dénonciation de certaines choses, certains comportements de l'Occident sur l'Afrique se disent sur cette antenne et les radios nationales n'osent même pas aller jusque-là. Ça, c'est la réalité des choses. Et je dis souvent à certains panafricanistes, si vous êtes honnête, écoutez RFI et dites-moi après. Lorsque les gens disent « ouais, mais c'est un instrument de la France », c'est pas vrai en plus. Si les gens savaient à quel point lorsqu'il y a mais il suffit que tu écoutes RFI, hein, Macron il se fait taper dessus par des journalistes, hein. Lorsque c'était Hollande, c'était pareil. Lorsque c'était Sarkozy, c'était pareil. Donc, et alors qu'en Afrique, jamais un journaliste sur une chaîne publique taperait sur le président. Hein. C'est là où il faut que les gens, il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Il faut qu'on soit honnête et objectif. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation, l'enseignement peut nous permettre de comprendre qu'on est fort. Moi, tu sais, je viens de lancer une série qui s'appelle Génération Consciente. Diane Audrey Ngako, je suis une jeune entrepreneuse camerounaise. Des programmes courts avec TV5 Monde. Et ces programmes courts, l'idée, c'est de montrer des femmes et des hommes qui ont dont les réussites ne sont pas inaccessibles. Parce que lorsque tu parles de Samuel Eto'o, c'est inaccessible, tu vois ce que je veux dire. Ou de Claudicia. Oui, nos histoires, à nous, sont inaccessibles, tu vois. Mais tu as des gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas des personnalités, mais qui font des choses. Et ces gens-là méritent d'être connus parce qu'au-delà de ce qu'ils font, ils viennent en aide à d'autres personnes qui sont plus vulnérables. Et moi, je fais des portraits de ces jeunes-là. Je veux montrer ça. Parce qu'ils sont exemplaires. Et parce que leur réussite est accessible pour celles et ceux qui regardent. On en revient à ce que je te disais au début de notre conversation, c'est-à-dire ma génération est une génération de passeurs, doit permettre à d'autres d'aller plus loin dans leur histoire et dans leur carrière. Quand on est un soleil, il ne faut pas éblouir les gens, il faut les éclairer. Exactement. Et c'est exactement ça. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et moi, je rêve que beaucoup de gens puissants sur ce continent puissent réfléchir autrement. Tu vois, par exemple, je n'ai rien, encore une fois, hein, la nature ayant horreur du vide. On voit, par exemple, l'omniprésence de Canal+ en Afrique. Tout simplement parce que les États africains n'ont pas fait en sorte de combler, en tout cas, les attentes des téléspectateurs, tu vois, très clairement. Et donc, tu vois aujourd'hui que la fiction, en grande partie, est financée par les chaînes de Canal. La fiction en Afrique. Ça veut dire que quand tu travailles sur la fiction, tu travailles sur une grande partie des imaginaires des uns et des autres. Et nous, en Afrique, on n'est pas capable de se dire, à l'exception de Nollywood, tu vois, on n'est pas capable... Et de quelques producteurs indépendants. De quelques producteurs indépendants. Mais le gros de la production, on n'est pas capable de se dire, il faut, parce que ça, c'est l'identité. La fiction, c'est l'identité. La musique, c'est l'identité. La danse, c'est l'identité. C'est la culture. Et que donc, nous devons financer ça parce que c'est comme cela que l'on va construire les femmes et les hommes de demain. Pour nous, par nous. On n'est pas capable, for us, by us, comme disent les Afro-Américains. C'est par exemple mon grand projet aujourd'hui, on abreuve l'Afrique de programmes de divertissement, sport, musique, séries télé aussi performantes et de qualité soit-elle. Mais l'Afrique a besoin aujourd'hui d'autre chose. Et depuis plus de 2 ans, je me bats pour créer le premier pôle multimédia, première chaîne de télévision, avec des événements autour, dévolus à l'éducation, la formation et la sensibilisation en Afrique. Une chaîne de télé qui sera glamour, hein, c'est pas un truc prise de tête. Ce sera un truc, non, mais ce sera très glamour, vraiment. Et la chaîne s'appelle Mama Africa. Et donc moi je travaille sur ça. Tu sais quoi, au moment où je te parle, les seuls qui souhaitent mettre de l'argent sur la table, des fonds d'investissement et autres, sont des fonds d'investissement occidentaux. C'est-à-dire qu'au regard de toutes les fortunes sur ce continent, personne, tout le monde me dit « Ah, c'est un super projet », mais personne ne fait rien. Comment veux-tu, demain, parler d'émancipation lorsque le minimum, tu n'es pas capable de le faire pour les tiens ?
Et C'est comme si tu com- laissais à d'autres le choix d'élever tes enfants. Et comment peux-tu reprocher aux Occidentaux demain, quand ils viendront monter des projets sur le continent, d'être là si toi tu n'as rien fait? Tu avais la possibilité de le faire. Eh ben voilà. Donc à un moment donné, moi je n'ai pas à leur en vouloir. Et lorsque certains militants disent oui, c'est inadmissible, quoi que ce soit, c'est du néocolonialisme, on vient nous coloniser. Eh mec, qu'est-ce que tu fais pour toi? Tu fais quoi si ce n'est vilipender, insulter, éructer? Tu fais quoi? Et c'est pour ça, l'esprit de la génération consciente, c'est ça, et de ces modules, ces programmes courts. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont là pour bâtir. Le constat, on le connaît déjà. L'Afrique mal partie, et tout ce que tu veux, la corruption, on connaît déjà tout ça. Le néocolonialisme, on sait. Maintenant, tu fais comment pour en sortir? Comment fais-tu pour en sortir? C'est tout le travail que l'on a à faire, en réalité, il est là. Arrête de te plaindre, agis. Agis. Et donc, beaucoup de gens de chez nous n'agissent pas. Et l'idée de Mama Africa, c'est ça. Ouais. C'est comment, moi j'ai envie d'agir sur cette question-là, de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation. J'ai envie d'agir sur ça. Parce que c'est ce dont on a besoin. Radio, télé... Ouais, c'est un truc, ça télé, radio, mais aussi avec des événements, des trucs autour, des choses extrêmement précises. Des choses très précises. Moi, c'est mon grand projet. Une fois que j'aurai fait ça, une fois que j'aurai lancé ce truc-là, après je pourrai me retirer et ne me consacrer qu'à mes combats. Vraiment, arrêter RFI, et tu le sais, tu fais partie des gens à qui je pense, et tu le sais. Voilà, mais moi c'est ça mon truc. Tu sais, ça fait 24 ans que je fais cette émission. Il m'est difficile de penser que je ferai 2 années de plus. Mais tu vois, enfin, que j'irai au-delà des 2 ans. C'est très compliqué pour moi à penser. Parce que je crois que, même si on me dit, mais t'as toujours l'énergie, tu es l'émission qui ramène le plus de jeunes, t'es l'émission qui ramène le plus de femmes, tu vois, enfin bon, ouais, et alors? Tu vois, il y a un moment donné, moi, je pense qu'il faut que quelqu'un arrive dans cette aventure, quelqu'un qui aurait l'âge que j'avais lorsque moi je suis arrivé. C'est-à-dire que t'as une foule, tu penses que le monde t'appartient. Bon, moi, je pense toujours que le monde m'appartient, mais je vais aller cultiver ça ailleurs. Tu vois, voilà, et puis j'ai pas envie après d'être comparé à, oui, comme ces chefs d'État. Ces chefs d'État, ouais. Cela dit, je serais pas le seul. Tu as envie de faire autre chose, tu veux. Oui, mais j'ai envie de faire autre chose. Mama Africa, ça. Vivre d'autres aventures. Ouais, puis j'ai envie de m'arrêter. En réalité, c'est que j'ai envie de m'arrêter aussi. J'ai envie de me dire, moi, je ne serai pas à la retraite à 65 ans ou à 70 ans, hein, mais c'est hors de question. Hein. Je veux pouvoir, avant que la soixantaine ne me prenne, voire même ne me fauche, je veux pouvoir, tu vois, me lever à l'heure que j'ai envie de me lever, aller où je veux, aller dîner, déjeuner avec qui je veux, fréquenter qui je veux. Voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de vivre ça, et surtout continuer à mener mes propres combats. Toujours. Toujours. Ah mais oui, mais non. Ah, mais ça c'est quelque chose, tu vois, c'est fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. Je peux pas aller ailleurs, sur un autre terrain. Et puis, c'est un truc tout con, hein. Mais tu vois, c'est ça aussi la vie. Je sais pas quelles sont toi tes passions, mais moi j'ai envie de prendre du temps pour profiter de mes vieilles voitures des années 60 ou des voitures plus récentes. J'ai envie de prendre le temps de faire ça, de rencontrer mes potes collectionneurs comme moi. Prendre le temps. Tout simplement prendre le temps. J'ai envie de prendre le temps. Arrêtez de courir. Arrêtez de courir. 4-5 heures par nuit. Ouais. Je suis sur 10 000 projets, 10 000 trucs, tu vois. Bon. Et c'est pas l'argent qui me fait courir. C'est comment est-ce que l'on construit. Moi, je veux construire ma pyramide. Tu vois ce que je veux dire? Elle est symbolique, cette pyramide. Mais je veux construire cette pyramide. Je veux continuer à dire, je suis l'autre, je suis celui qui souffre. Je suis le Rohingya, je suis le Camerounais qui n'est pas respecté, je suis le natif américain, je suis le descendant d'esclaves, je suis l'Algérien au moment de la guerre d'Algérie, je suis le Vietnamien qui combat la France du temps de l'Indochine, puis les Américains. Les Américains, oui. Je suis l'humanité, puisque j'appartiens au peuple, berceau de l'humanité. Mama Africa, ça va être ton 2e projet de média. Parce que le premier, tu l'as lancé en 2007, déjà pour les tiens, Tropic FM. Tropic FM, qui est la plus grande galère du monde, avec quelqu'un... qui est devenu une galère. Qui est devenu une galère, alors que c'était une success story au départ, c'était un truc extraordinaire, que ce soit en termes de entrepreneurial, c'est-à-dire
financiers. Hein. J'ai failli être stagiaire à Oui, bah oui, c'est vrai. Ouais. Si j'avais eu le visa, Et donc, et en termes d'audience, aujourd'hui, financièrement parlant, c'est une galère. Et puis c'est une radio qui a perdu son âme, c'est-à-dire qu'elle ne répond plus aux attentes de communautaires, de cette communauté-là, parce que celui que j'ai ramené dans mon projet n'a que mépris pour nous. Et c'est une sale personne. Lui, les membres de sa famille, ce n'est que mépris et condescendance au moment où on a besoin, nous, d'avoir des médias pour parler, pour exister, pour nous construire. Et tu as quelqu'un qui dit « Ok, moi je pars, mais je veux tant de millions d'euros, sinon je pars pas. » Et donc c'est un braquage, c'est un racket, c'est du mépris, c'est tout ce que tu veux. Donc moi j'ai pris le parti il y a un groupe français qui va racheter Tropic FM, qui en fera juste un robinet, comme c'est déjà le cas de toute façon, un robinet à musique. Ce sera plus une radio communautaire, et cette communauté n'aura plus de médias. Mais il y aura quelqu'un qui sera parti avec des millions, pas moi. Quand je dis pas moi, c'est-à-dire que normalement, au regard de ce qu'il demande, au regard des parts, parce qu'on est quasiment, il est à 55%, au regard du nombre de parts, mais c'est moi qui ai commis cette erreur au départ, j'aurais jamais dû le mettre minoritaire, et pas comme moi j'avais la fréquence, enfin bon bref. Et donc, au regard de ça, je devrais avoir donc 45% de la somme qu'il demande. Et donc là, je pourrais te dire, j'ai plusieurs millions. Mais lui, il dit, ah non, moi je veux tant, sinon je pars pas. Donc moi, je n'aurai que des miettes pour finir avec cette histoire. Sauf qu'au moment où je te parle, je pense que je vais préférer rester comme ça. En me disant, peut-être qu'un jour ça se réglera, mais au moins, je conserverai, la radio de la communauté restera là, et un jour elle redeviendra ce qu'elle doit devenir. Je ressens ta douleur parce que c'est un projet qui t'a toujours tenu à cœur, que tu as fait pour les tiens, qui te fait souffrir aujourd'hui. Et tu t'es battu pour garder cette identité-là, CSA, grève de la faim même. Une action qui a été extrêmement violente, juste pour dire un peu quel est l'état d'esprit de ces gens-là. Moi, j'étais à même le sol devant des ascenseurs. J'ai passé 8 jours comme ça. Et donc les toilettes étaient sur le palier, devant les ascenseurs aussi. Et donc pour m'empêcher d'aller aux toilettes, ils ont fait mettre des serrures sur les WC. Ça te donne une idée du niveau d'inhumanité de gens. Mais moi, tous les jours, il y avait 150 à 200 personnes qui venaient me voir. C'était un truc de... Même moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le soir, c'était compliqué parce que je ne dormais pas, en réalité. Et lorsque tu es seul face à toi-même dans ce genre de situation, c'est extrêmement dur. Et lorsque mes enfants sont venus, ma fille aînée m'a dit Papa, pour nous, c'est extrêmement dur, mais on te soutient. Et ma fille aînée était là tout le temps, quoi, tu vois. Elle a même donné, c'est après que j'ai vu ça, elle avait donné une interview même, avec beaucoup de dignité, et sans violence, sans haine envers qui que ce soit. Et j'étais assez fier d'elle parce que c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Comme ça que leur mère et moi avons élevé nos enfants. Jamais de haine dans le propos, ça ne sert à rien. On s'empoisonne soi-même. Que dirait ta mère, à ton avis, si elle te voyait aujourd'hui? Enfin, elle te voit. Qu'est-ce qu'elle se dit? Je t'avais dit de ne pas fréquenter les boîtes de nuit, tu n'aurais pas rencontré ce voyou et sa famille. Non, je sais, écoute, tu sais quoi? Elle me manque terriblement, elle nous manque à tous terriblement. Je regrette de ne pas avoir plus profité d'elle, au moment où je le pouvais. Lorsqu'à Noël 2000, elle nous dit « je suis fatiguée ». Elle était donc handicapée et tout ça. Elle nous dit « je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Je ne sais pas combien de temps, donc on était tous là autour d'elle. Et elle est partie le 17 mars 2001. Tu as pardonné à ton père? Je sais pas. Notre père nous aimait. Je pense qu'il a aimé ma mère, puisque ça a été un coup de foudre, leur histoire. Mais ce n'est pas à moi de lui pardonner ce qu'il a fait à ma mère. Ce
n'est pas à moi à lui pardonner. Lorsque je l'ai avec mon frère, on l'a accompagné en sa dernière demeure, lorsqu'il est mort à Paris. Moi, lorsqu'il est mort, je payais son hospitalisation et tout ça. Avant, parce qu'il était malade, il avait Alzheimer. Je ne suis pas certain d'en vouloir à mon père. Donc c'est pour ça que je n'ai peut-être rien à lui pardonner. Moi, j'ai aimé mon père. Si j'ai cette personnalité-là aussi, c'est grâce à mon père, parce que mon père était quelqu'un, lorsqu'il était quelque part, on ne voyait que lui. Alors, je ne pense pas être comme ça, mais mon père, il occupait l'espace, quoi, lorsqu'il était là. C'était lui, il était le centre du monde, il parlait, il avait un avis sur tout. Et mon père, j'ai aussi de la chance de l'avoir eu, parce que il disait aussi que nous sommes des Africains. Et moi, j'ai ces souvenirs-là de mon père. Alors, je regrette que ma famille n'ait pas été différente. Je regrette que mes parents ne soient pas restés ensemble, parce que j'aurais été totalement différent, parce que mes enfants auraient mieux connu leurs grands-parents, parce que, comme n'importe quelle famille modèle, tu vois, j'aurais aimé ça aussi. Mais moi, je pense que je ne suis pas un père modèle non plus, dans le sens où je ne vais probablement pas offrir à mes enfants aussi les parents ensemble, les trucs. Parfois, on reproduit le schéma qu'on a vécu. Hein. Il y avait cette peur-là de reproduire le schéma? Oui. Mais je pense que je l'ai reproduit sans le vouloir. Sans le vouloir. Oui. Mais dans un certain sens, oui, je l'ai reproduit, parce que j'ai eu plusieurs femmes dans ma vie, plusieurs histoires. J'ai des enfants avec des femmes différentes. Bon, quoi. Moi, j'ai rencontré les enfants de mon père après le décès de mon père. Tu vois, quelqu'un qui vient en face de moi et qui me dit « Oui, bonjour », je regarde le gars, je dis « Il a une tête qui me dit quelque chose. » Et il me dit « Je suis ton frère ». Je lui dis « Ok, je comprends. » Parce qu'il ressemble, il me ressemble, il ressemble à mon père. Et moi, je ressemble à mon père, tu vois. Donc c'était un truc de dingue, quoi. C'est complètement fou. Et mon père aurait pu faire autrement. Il n'a pas fait autrement, on n'a pas fait autrement. Mais tu fais tout pour être un père génialissime, tu es très proche de tes filles, tu les accompagnes. Ma fille cadette vit avec moi d'ailleurs, ma fille de 21 ans vit avec moi. Mais oui, j'essaye. Mais elle est sublime hein, d'ailleurs. Mes deux filles sont sublimes. Et que le propos s'arrête là. Non, moi tu sais, mes filles elles font leur vie. Hein. Elles font leur vie. Tu ne protèges pas tes enfants contre les histoires d'amour qui finissent mal. Hein. Elles vont faire leur histoire. Alors certains disent, si tu as eu deux filles, c'est pour te punir des douleurs que tu as infligées aux autres filles. Tu vois, et je leur dis, mais vous vous trompez, moi je voulais avoir des filles. D'ailleurs, j'ai un ami, un chanteur très célèbre, dont je tairai le nom, qui vient d'avoir une fille, et je lui ai dit la même chose. Ah bah écoute, je pense qu'on lui a tous dit la même chose. Je sais de quel chanteur célèbre dont tu parles. Mais voilà. A-t-il rendu public justement Non, il le fera pas. Tu vois? Il le fera pas. Tu vois, bah ça, ce n'est pas normal. Faut qu'on lui dise de regarder cette émission. Mais il va regarder. Il va regarder. Non, mais moi, je suis heureux de parler de mes enfants. Je suis heureux de parler de mes filles. Bravo, Claudie, pour ton parcours. Extrêmement inspirant pour nous tous. Tu fais partie des raisons pour lesquelles je fais ce métier et je suis très honoré de boire ce verre aujourd'hui. Bah écoute, moi aussi. Avec toi. Même si tu ne m'as offert que de l'eau. Parce que tu bois pas d'alcool. Qui chante l'alcool c'est de l'eau. Moi, je pourrais dire l'eau c'est de l'alcool. Enfin, tout se passe dans ma tête. Mais oui, non, moi je suis pas très... T'as fait de la musique aussi? De notre histoire, qu'as-tu retenu pour demain? De nos chagrins, de nos victoires, de nos chemins illusoires, dans nos mémoires, les tragédies des peuples noirs. Il y aura-t-il un chant d'honneur pour tous mes frères et sœurs? Premier enregistrement avec la chanson Couleur de cœur. Mais que beaucoup de gens, même moi, il faudrait que je la réécoute, cette chanson. Et beaucoup de classiques, de l'amour et des fleurs. Ouais, exactement, des chansons intéressantes que quelqu'un me... SOS Dialogue. Ouais, SOS Dialogue. Paix entre les hommes. Tu vois, tout à l'heure, je disais, militant qui utilise tous les supports à sa disposition. Il y a la musique aussi, un des supports. L'intérêt de ce que je faisais en musique n'était que les textes, ne résultait que dans les textes, très clairement.
C'est-à-dire que je chante pas comme Lokwa Kanza, je n'ai pas, enfin tu vois, ni comme Patrick Saint-Éloi ou tout ça dans le zouk. Donc moi, l'intérêt c'était les textes. J'avais des textes différents. Au moment où tout le monde chantait ouais chérie où es-tu, le soleil se couche, t'as l'impression que les mecs travaillaient à la météo, ou ouais mon cœur me fait mal, t'as l'impression que les mecs étaient cardiologues. Tu vois, moi j'étais dans le militantisme quoi. Ouais. Tu vois, lorsqu'on écoute, on a connu l'enfer ou Brûlant et violent. Brûlant et violent, magnifique. Tu vois, 1492, enfin plein de chansons comme ça. Tu vois, c'est des chansons militantes, quoi. Le titre Toi-même, tu sais, c'est des chansons militantes à mort, quoi. C'est ça. Et là, on disait, mais attends, comment on a du zouk militant? Mais je leur dis, mais Kassav, c'est du zouk militant. Et là, je suis en train d'enregistrer 2 chansons. Une que je voulais enregistrer au moment où, enfin, quelques mois avant la Libye, lorsque je fais cette vidéo, et après lorsque j'organise la manifestation à Paris contre l'esclavage perpétré contre notre jeunesse en Libye, donc novembre 2017. Quelques mois auparavant, je devais enregistrer la chanson, enfin j'étais en train de me préparer à enregistrer, et je dois enregistrer fin 2017, une chanson de Cabrel sur l'esclavage qui s'appelle 100 ans de plus, que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est une vieille chanson, qui est tellement bien écrite, cette chanson-là, qui dénonce l'esclavage, mais le racisme aujourd'hui, qui lie l'un à l'autre. Et lorsqu'il y a eu ce truc sur la Libye, je suis parti dans le combat sans imaginer ça, et après, je ne pouvais pas enregistrer la chanson, parce que des gens m'auraient attaqué en disant « Regarde, il fait commerce du combat qu'il est en train de mener ». Donc je ne l'ai pas enregistré, et je vais l'enregistrer. Tu vas le faire. Maintenant, je vais le faire. Ouais. Maintenant, parce que voilà, au bout de 2 ans, je peux me permettre de le faire. Donc je vais enregistrer cette chanson-là. Bah, je viens dans le studio quand tu vas... Avec plaisir. Et c'est Lokwa Kanza qui donne de la voix dans la chanson. Et voilà, voilà, je pense que Francis Cabrel aimera ma nouvelle version. Et bon, et puis il y aura une autre chanson aussi que j'ai envie d'enregistrer. Mais je le ferai juste pour moi, parce qu'il est hors de question maintenant de me retrouver dans l'arène avec les jeunes talents qui ont plus de talent que moi et qui surtout sont dans leur époque. Tu vois, je vais vraiment le faire pour moi. On pourrait passer des heures à parler parce que... Là, par exemple, tu parles de Lokwa. Tu fais partie de l'équipe de The Voice Afrique francophone depuis 2 ans. Première saison. Depuis la première saison avec Lokwa, avec Singila, avec Charlotte Dipanda également, avec Assalfo. Reine Esther et Fulbert, c'était une battle. On a eu le sentiment, c'était une histoire d'amour. Coach Assalfo. D'ailleurs, je suis en train de négocier avec Roland pour récupérer ta place. Vas-y. C'est que ça va être dur, mais, bon, mais je sais. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Bonsoir. Bonne arrivée et bienvenue pour la finale d'Africa Star. Il y a eu Africa Star aussi. Bah ouais. Et super belle aventure, je me souviens. Qui peut revenir. De la magnifique victoire de Sydney. Ouais, exactement. C'est la plus belle version, c'est la plus belle édition, c'est celle de 2008 au Gabon. Et il n'est pas dit que ça ne revienne pas, mais sous une autre forme. Donc on y travaille aussi. Bah, on l'attend, Merci beaucoup en tout cas pour cette conversation. Bah, merci à toi. Je n'avais jamais parlé autant et il y a eu un moment d'émotion. Il a fallu que je fasse preuve, que je réunisse toutes mes forces pour contenir certaines larmes et maîtriser mes émotions. Je l'ai senti, Mais merci parce que ça fait du bien. Merci Claudie. Merci beaucoup. Chin. De l'amour.